Bon, merci d'être là. J'avais pas. Cette conférence a un statut un peu étrange. Ce n'est pas une réunion du parti de gauche, dans la mesure où les propos que je vais tenir, en quelque sorte, n'engagent que moi. Mais j'ai ressenti le besoin de m'exprimer à l'occasion de cet anniversaire pour la raison que trop de fois, soit j'ai été mis dans une situation, une position qui n'était pas la mienne, relativement à la personne du président Mitterrand ou à la politique qu'il a pratiquée et à laquelle j'ai participé, à ma modeste place de l'époque. Et plus encore, j'étais chagrin, et je suis toujours chagrin, des visions simplistes que je vois développer à propos de cette extraordinaire phase politique que nous avons vécue et que l'on appelle les années Mitterrand, d'une appellation globalisante qui contient des choses complètement différentes et qui, le plus souvent, s'arrête à l'écume des choses, à leur superficie, et par cela même nous donne une indication du fait que tout récit sur le passé est un récit au présent. Quand on parle des morts, on parle souvent de soi. Quand on parle du passé, on parle souvent de l'avenir que l'on aurait préféré. Tant et si bien que nous ne devons pas perdre de vue, lorsque l'on va parler de 1981 et du président Mitterrand, que le récit ne pourra jamais être neutre. La science historique, elle, avance à son rythme et elle met sur le devant de la scène des contradictions que le temps long réglera. Mais nous sommes des êtres de chair et de sang qui avons participé à cette histoire. Dans cette salle, il y a des hommes, des femmes de la génération qui a été directement impliquée par cette histoire et qui en est ressortie naturellement pas indemne, et chacune avec son récit, sa vision, ses souvenirs, qui ne sont pas faits, contrairement à ce que d'aucuns souhaiteraient, que d'amertume, de regrets, de désillusion. Au contraire, nombre d'entre nous en sont ressortis avec le sentiment d'appartenance à une longue chaîne du temps dans laquelle ils veulent maintenir leur rôle, leur engagement, dans son humanité complexe, contradictoire, mais toujours allante. Alors donc, pour vous parler à propos de cet anniversaire du 10 mai 1980, je voudrais d'abord déblayer le récit, après ses prémices, de quelques autres objets qui encombrent notre chemin. D'abord, il faut distinguer ce qui tient de l'appréciation sur la personne de ce qui tient du bilan de la situation. Et quant à la personne, par la force des choses, il faut faire la part de la relation que l'on a pu avoir soi-même avec lui, François Mitterrand. Et je ne parle pas seulement de gens qui, comme moi, ont eu le bonheur de pouvoir l'approcher, le connaître, le fréquenter, mais également de, parmi vous, tous ceux qui, entrés dans son combat, participant à cette bataille, à la place qui était la leur à ce moment-là, se sont construits la relation normale que chacun d'entre nous crée avec un leader, même s'il ne le fréquente pas, même s'il ne le connaît pas personnellement, mais avec cet étrange sentiment de participer à un combat où l'on a les mêmes mots, les mêmes inspirations, les mêmes révoltes, les mêmes joies. Pour ce qui me concerne, je dois donc commencer par vous dire que je n'encombrerai pas l'effort de conviction que je vais faire de la tentative de vous convaincre de la nature des relations que j'ai pu avoir personnellement avec lui. Je les mets donc de côté. Je le dis parce que le goût des caricatures et de la pensée simple, en quelques mots qui tiennent dans des phrases courtes, c'est-à-dire le format médiatique, nous condamne à être soit des ennemis aveuglés de François Mitterrand, soit des mitterrandolâtres. Entre les deux, il n'y a de place pour rien. En tout cas, il semblerait qu'entre les deux, il n'y ait pas de place pour l'intelligence. Je pense que précisément, c'est l'effet qui est recherché. On ne pourrait pas adhérer rationnellement à ce qu'a été le combat de l'union de la gauche. Et précisément, c'est cela que nous avons non seulement à sauver, mais à reprendre à notre époque. Donc moi, je mets de côté le fait que la relation humaine avec François Mitterrand, lorsqu'on est, comme moi, quelqu'un qui vient d'une famille de milieu modeste, de gens qui ont été brinque-ballés par l'histoire et qui l'ont subi davantage qu'ils ne l'ont fait, pieds noirs arrachés à l'Afrique du Nord,
après avoir été arraché à la Sicile et à l'Andalousie. Tout ça, comme c'était loin des gens qui exerçaient le pouvoir. Eh bien oui, c'est quelque chose pour moi qui reste vif dans mon esprit que l'honneur d'avoir approché le président de mon pays avec qui j'ai partagé des combats. Et la relation personnelle avec lui, je vous le dis, et j'en dirai pas davantage, était toujours, sur le plan humain, d'une grande délicatesse. Et c'est ce qui fait que se combinait une magie séductrice étrange, que cette délicatesse humaine combinée à l'attirance vibrante que représentait son savoir-faire politique. Le regardant faire, l'écoutant parler, souffrant comme tout homme du complexe de la relation au père, il est clair que, comme tous les autres, j'ai été me faire valider et revalider à mesure que des idées me passaient par la tête. Et lui, laconique, en quelques mots, réglait le sort de ce qu'on lui suggérait. Tantôt c'était « Ah oui, c'est très intéressant ». Ou bien c'était « Ah, vous croyez ?» Ou bien « Oui, si vous voulez ». Ce qui était le comble de l'amertume après, de se dire « Comment ai-je pu dire une bêtise pareille ?» Je mets donc tout ça de côté. Mais la relation à l'homme, cependant, elle soulève une dimension politique. À droite, il y a toujours eu ce que j'appelle le procès en légitimité. Le procès en légitimité, c'est pas vous, et l'on met en cause la personne, une fois, deux fois, trois fois. Quoi qu'ait défendu l'homme, on lui reprochera son passé, ses voisins, ses cousins. Jamais on ne verra la rupture quand c'est elle qu'il faut regarder, toujours on préférera la continuité quand c'est elle qui accable. Et à d'autres moments, on produira la rupture si c'est le moyen à nouveau de délégitimer la personne dans la majesté, la force, la puissance de son engagement. C'est aussi vieux que le rapport de la gauche à la droite. L'objectif numéro un des gens de droite, de la propagande de droite, est de délégitimer les porte-paroles de la gauche. Jean Jaurès a été représenté pendant des décennies, pas tant que ça, parce qu'il n'a pas vécu tant que ça, malheureusement, avec une bouteille de vin dans la poche. Non que Jaurès ait eu l'habitude de boire, mais Jaurès, qui avait un pacte particulier avec son épouse, qui était catholique pratiquante, avait accepté que ses enfants fassent leur communion. Aussitôt, la droite s'est jetée sur lui. Vous êtes un hypocrite, vous défendez la laïcité, mais vos enfants font la communion, comme si faire sa communion empêchait d'être laïque. Et pendant des années, on a représenté Jaurès sur toutes les caricatures avec une bouteille de vin de messe. À Léon Blum, on a toujours jeté à la figure son passé de critique d'art pour le faire passer pour un personnage inconsistant, et ainsi de suite. Et bien sûr, plus modestement, maintenant que me voici rendu à marcher devant, les autres m'ayant copieusement poussé dans le dos, on me dit « Mais comment ?» J'ai lu ça dans le Nouvel Observateur. « Comment ose-t-il parler du peuple, lui qui a un capes de lettres ?» Si seulement je l'avais eu. Et je me dis « Mais pourquoi, ayant un capes de lettres, n'aurais-je pas pu parler pour le peuple ?» Quoi ? Il faut donc être sans instruction ? Nos parents se sont dévoués pour rien. Les efforts que j'ai pu faire pour être un lettré ne servent à rien. Ils me disqualifieraient, mais c'est tout le contraire. Alors d'autres fois, on me dit, avec ce que vous gagnez, vous osez vous présenter ? Précisément, c'est à cause de ce que je gagne. Je suis d'ailleurs payé pour ça, que j'ose me présenter. La logique ne peut pas être « profite et tais-toi ». Eh bien, ce procès en légitimité, nous le connaîtrons tous. Et peut-être que dans votre vie militante, vous l'avez vous-même connu. Le deuxième volet du procès en légitimité, c'est après avoir dit « pas vous, pas ça ». Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ou bien, en fait, vous savez bien que ce que vous proposez, ça ne peut pas marcher. Et donc, parce que vous êtes un homme intelligent, vous êtes une femme intelligente, vous savez bien que ça ne peut pas marcher. Mais vous le proposez quand même. Donc vous êtes un menteur et un hypocrite. Et retour à la case départ de la délégitimation. On a connu ça, j'ai donné l'exemple de Jaurès, je me suis modestement faufilé dans le récit. J'aurais pu évoquer Salengro, que l'on a poussé jusqu'à ce qu'il se suicide, et combien d'autres. Ça, c'est le procès classique de la droite. Il y a ensuite le procès de l'extrême gauche. C'est le procès en trahison. Au fond, tout n'était qu'une comédie. Et le traître, avec son masque, s'est caché, et puis un jour, fatigué de faire le socialiste, il l'a jeté, et enfin, il a révélé sa vraie nature.
Ah, il faut que les brebis se tournent vers le bon berger. Et d'ici là, on a ce qu'il faut de larmes pour regretter les erreurs qu'elles commettent. Voilà en gros la pensée qui résume l'histoire à une série de complots policiers dans lesquels circulent des personnages de circonstance desquels on n'a rien à attendre. Ça, c'est le procès en trahison. C'est celui de l'extrême gauche, je l'ai dit un instant, et puis après, il y a le procès des sociaux-libéraux. Alors là, c'est autre chose. C'était un archaïsme. De toute façon, ils surgissent. Nous avons pris le pouvoir avec un programme qui datait des années 70, pensé pendant les années 60 et réfléchi pendant les années 50. On était perdus d'avance. Que ne les a-t-on écoutés plus tôt? Que ne s'est-on jeté plus vite dans les bras de Dominique Strauss-Kahn, à qui j'emprunte cette citation? Mais qui sont les cyniques? Sinon ceux qui, le sachant, ont fait semblant, plutôt que ceux qui, ne le sachant pas, y ont cru. Au total, cela fait un grand bruit, davantage qu'un raisonnement. Et un terrain est ainsi préparé qui répand l'idée suivante: rien ne sert à rien. Les chefs sont tous des traîtres. Les victoires ne conduisent à rien, ça ne sert à rien de prendre le pouvoir. Et ainsi sont reproduites à jamais de petites chapelles messianiques pour le plus grand bonheur de ceux qui possèdent et jouissent. Bref, François Mitterrand, pris dans ces trois procès, nous entraîne, nous qui avons partagé le combat du programme commun, et au fond, ceux qui l'accablent le chargent de tous leurs propres péchés. Car enfin, on va parler bien sûr de 1983, n'est-il pas étrange qu'à propos de 1983, on ne parle que de lui? Est-ce qu'à l'heure des bilans, on ne devrait pas entendre Jacques Delors, qui était le ministre qui ne cessait de dire qu'il fallait faire des pauses, et qui fut le ministre du Budget, proposant qu'on entre dans la voie que vous savez? Comment se fait-il que Pierre Mauroy n'ait jamais défendu un seul jour les nationalisations qu'il a lui-même décidées en tant que Premier ministre? Pourquoi ne rend-il aucune espèce de compte ou de réflexion sur les raisons qui ont conduit à passer de cette politique à une autre? Tout ça, direction François Mitterrand. Comme il n'est plus là pour s'expliquer, tout va bien. Et la cohorte se grossit. Je vois par exemple Alain Krivine, qui dit « Ah oui, sur le programme commun, oui, on s'est trompé, c'était de gauche. » Mais c'est une erreur terrible de s'être trompé sur un sujet pareil. Et là, je témoigne comme partie prenante de l'affaire. Je n'étais pas membre de la Ligue communiste, j'étais membre d'une organisation différente du trotskisme. Mais quoi? 20, 25 000 jeunes gens, garçons et filles, disciplinés, éduqués, aimant la vie, ardents dans le combat, se sont mis à côté de la grande bataille qui allait transformer leur pays. Et ont laissé des personnes sans doute dévouées, mais bien moins instruites qu'eux dans le combat politique, bien moins déterminées, en quelque sorte, de devenir les héritiers d'un programme dont ils avaient surtout capté la vague. Eh bien, est-ce que ça n'est pas une leçon qui nous concerne aujourd'hui? Ce sera l'une des leçons qui nous concerne aujourd'hui, après la méfiance contre la calomnie et la vision policière de l'histoire. Donc, une fois que l'on a mis tout ça de côté, qui se rapporte à la personne et aux impressions qui s'y attachent, goûtons avec l'humour qui convient la nouvelle tontomania qui sévit. Et voilà toutes sortes de récalcitrants que j'ai connus bien moins ardents, qui se battent dans les cimetières pour être au premier rang, et qui, depuis quelques jours, vont courant, porteurs d'icônes, de vraies reliques, présenter le nouveau bienheureux de l'histoire socialiste. De quoi ils ne retiennent absolument rien de concret, sinon les apparences. Parce qu'après tout, je ne vois pas comment on peut jouer un remix du programme commun avec les programmes qui nous sont soumis aujourd'hui. Je vais y venir. Quand nous pensons à cette question du bilan, ayons la lucidité intellectuelle de comprendre que ce bilan changera encore beaucoup de fois. À mesure que le temps passant, les tendances profondes qui n'étaient
qu'en quelque sorte qu'amorcée dans la période dont nous parlons, et qui était cachée aux yeux de ceux qui la vivaient, révèle ce qu'elles étaient.